York, novembre 1994, siège des Nations Unies. Le Conseil de sécurité, après d'âpres débats, vient d'adopter sa résolution 955, donnant ainsi naissance au Tribunal pénal international pour le Rwanda. La compétence territoriale de ce tribunal sera le Rwanda et les États voisins où auront été commis des actes de génocide et de violations graves du droit humanitaire international. Sa compétence temporelle sera couverte par l'année 94, du 1er janvier au 31 décembre. Sa mission sera de juger et de punir les responsables de la tragédie rwandaise et, ce faisant, délivrer un message suffisamment fort pour décourager toute velléité de recommencer à tous ceux qui, où qu'ils soient, seraient tentés de réitérer pareille ignominie. Soucieuse de pallier les dérives dictatoriales de certains hommes de pouvoir, la communauté internationale avait déjà mis en place les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Chargé de juger les criminels de l'ex-Yougoslavie, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a été créé 1 an avant celui pour le Rwanda. Celui-ci est donc le 4e du genre. Cette fois, la communauté internationale a voulu circonscrire les causes, comprendre les raisons d'une telle ignominie et ainsi contribuer à réconcilier le peuple rwandais. Quelques mois auparavant, le monde s'est réveillé par un matin d'avril gris et brumeux dans une atmosphère d'apocalypse. Dieu avait quitté le Rwanda la veille et n'y était plus revenu pendant 100 jours. Les 100 jours qu'a duré la tragédie du Rwanda. Entre 800 000 et 1 million de morts. La tragédie a endeuillé tout un pays et meurtri tout un continent. Elle a jeté sur les routes de l'exil des millions de Rwandais. Jamais, de mémoire d'humain, pareille tragédie ne s'était produite en si peu de temps et avec des armes d'autres temps. Nul n'a été épargné, ni femme, ni enfant, ni vieillard. Le pays des 1000 collines n'était plus qu'un vaste cimetière. Tout y était mort et désolation. Le Rwanda venait de sombrer dans l'innommable. Après avoir créé le tribunal, le Conseil de sécurité décide de l'installer dans une petite ville du nord-ouest de la Tanzanie, au pied du mont Meru, à quelques encablures du très célèbre Kilimandjaro, la montagne aux neiges éternelles. Arusha, petite bourgade d'environ 200 000 habitants, elle est surtout connue pour la douceur de son climat et ses routes d'accès pour les safaris menant au parc de Serengeti, de Manyara et du Ngorongoro. Pour des raisons pratiques, le bureau du procureur sera installé à Kigali, au Rwanda. Cette localisation facilitera les enquêtes sur le terrain, permettra la visite des sites de massacres et aidera à la recherche des témoins. Les anciens locaux de la MINUSMA, mission d'assistance des Nations Unies pour le Rwanda, situés non loin du stade de Kigali et de l'aéroport, sont tous désignés. Le staff du procureur travaille à Kigali en étroite collaboration avec le local, en tout cas avec le terrain, ce que nous ne faisons pas nous. Et donc nous avons là une différence, me semble-t-il, sensible de potentialité, d'efficacité.
Il y a une inégalité certaine de traitement entre les moyens dont dispose la défense et ceux dont dispose le bureau du procureur. Là, on est dans mon bureau. Ben, vous verrez, on a un ordinateur complètement obsolète. L'accès à Internet, c'est quand il veut bien. Ils ont une banque de données extraordinaire, vraiment très intéressante, qui s'appelle TRIM, dans laquelle on peut tout trouver. On n'a plus accès à cette banque de données alors qu'on avait accès avant. La défense doit se rendre compte d'une chose. Un avocat est avant tout un indépendant. Nous ne voulons pas d'avocats fonctionnaires, comme les juristes du bureau du procureur. Et quand on parle de légalité des armes, il ne s'agit pas de dire, oui, là où vous avez un budget, mettons, je donne un chiffre, de 25 millions de dollars pour le bureau du procureur, il en faudrait 25 millions pour la défense. Non, ce n'est pas ça l'égalité des armes. Et cette égalité des armes, je vous dis, elle est assurée à travers les textes pour permettre à la défense de pouvoir jouer pleinement son rôle dans le respect le plus scrupuleux des droits de l'accusé. Début 1996, le tribunal se met en marche. Sa mise en place est difficile. Il n'existe à Arusha aucune infrastructure adéquate pour accueillir pareille institution avec son cortège d'exigences. Tout est à bâtir, du réseau de communication par satellite au bureau pour loger les agents, en passant par les salles d'audience pour accueillir les procès. Well, I must say I received a big shock too. I am from South Africa, so the then registrar, Mr. Adeda, in the company of the then prosecutor, Judge Richard Goldstone, called me and said, well, since I'm the closest, can I come over to hear the first confirmation proceedings of the first indictment? And I was really shocked. There was no building, there was nothing, there was no court. We sat in the hotel room. We worked with the typewriter of the manager of the hotel, with the typist who couldn't type. So at a borrowed table and borrowed chairs in an office, and with a quickly wooden carved stamp, I signed and issued the first indictment. Trois organes distincts et complémentaires vont constituer l'ossature du tribunal. Les chambres, une d'appel qui sera la même que celle du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, et deux de première instance. Le bureau du procureur, avec à sa tête un procureur commun, lui aussi, aux deux tribunaux ad hoc, et le greffe, dirigé par un greffier, chargé de l'appui judiciaire aux chambres et aux parties, procureur et défense. Au sein du greffe, une unité chargée de la protection des témoins a été créée. Sa tâche consistera entre autres à acheminer les témoins jusqu'à Arusha et à leur apporter l'appui psychologique nécessaire pour déposer devant les chambres. Il faut assurer une certaine protection à ces témoins, car il faut veiller à ce que ce soit pour la défense ou d'ailleurs pour l'accusation, qu'après avoir témoigné, ces derniers ne soient pas harcelés ou se sentent persécutés par quiconque. Les premiers accusés découvrent la réalité du tribunal lors des premières comparutions initiales. Ils sont 3 au banc des accusés. La comparution a lieu dans une salle prêtée par le Centre de conférence international d'Arusha qui abrite le tribunal. Salle exiguë, aménagée à la hâte, elle ne se prête guère à ce genre d'événement. Of the International Criminal Tribunal for Rwanda, composed of Judge Lete Kama, presiding judge, Judge Leonard Aspigren, and Judge Nevaneth Demphile, is now in session. Plaidez-vous coupable de crimes contre l'humanité, assassinat? Plaidez-vous coupable ou non coupable? Non coupable. Nous pourrons lever la séance.
Georges Rutaganda, Clément Kaïchema et Obed Ruzindana plaidèrent non coupables en présence de leurs avocats commis d'office par le greffier. Ces trois accusés sont aussi les premiers pensionnaires du quartier de détention en pleine construction. Aujourd'hui, plus d'une cinquantaine de détenus y sont logés. Le peuple l'acclamait beaucoup, mais ce ne sont pas les pharisiens qu'on a acclamés. C'est pour cela que le Christ pleure sur Jérusalem. Aux heures de visite, accusés indigents et avocats y devisent tranquillement à l'abri des parloirs. Ce quartier est le premier du genre, construit et géré par les Nations Unies. Il est placé sous l'autorité d'un commandant chargé de veiller à la discipline et au respect des règles qui régissent un établissement pénitentiaire. Parmi les pensionnaires, plusieurs hauts responsables civils, militaires et religieux de l'ancien régime rwandais. Le 9 janvier 1997 s'ouvre dans l'unique salle d'audience du tribunal le procès de l'ancien bourgmestre de Taba, Jean-Paul Akayesu. Il est face à la chambre de première instance 1, présidée par le Sénégalais Laïti Kama, président du tribunal, entouré des juges Navanetem Pillay, la sud-africaine, et de Lennart Aspegren, le suédois. Jean-Paul Akayesu a depuis été jugé, reconnu coupable de génocide et condamné à l'emprisonnement à vie, la peine maximale que peut imposer le tribunal. Ce jugement est le premier rendu en matière de génocide par une juridiction internationale. Dans leur jugement, Laïti Kama et ses pairs définissent le génocide comme étant le crime des crimes. L'audience est ouverte. Ils élargissent la définition du génocide. Les violences sexuelles et le viol seront considérés dorénavant comme éléments constitutifs du crime de génocide. First time in history that an international court delivered a decision on genocide since the Genocide Convention was passed in 1949. And the other feature about that case is that for the very first time, once again, rape was found to constitute the crime of genocide, because in that case there was evidence that Tutsi women were being targeted with the intention of causing the destruction of the Tutsi group as a whole. Akayesu did not personally commit any acts of killings or rape or other atrocities. So that's the other very important feature, that even though he personally didn't commit the acts, he was held responsible because he's a superior officer. Entre-temps, le plus haut responsable politique détenu par le tribunal, l'ancien chef du gouvernement intérimaire de 1994 au Rwanda, Jean Kambanda, a reconnu, lors de sa comparution initiale en audience publique, sa responsabilité dans le génocide. In the evening of the 8th of April 1994, a jeep, an army jeep with soldiers,
fetched him from his house, took him to the École Supérieure Militaire, where he was told by top brass of the military that he was nominated Prime Minister. The accused was trapped and was made a puppet, a marionette. Upon his arrest in Nairobi, Kenya, the accused confessed his guilt and decided to plead guilty before any tribunal. He never wavered. Nous sommes le 1er mai 1998. Ce jour est férié et pourtant il y a foule dans la galerie publique attenante à la salle d'audience. Quelques mois auparavant, le général canadien Roméo Dallaire, l'ancien commandant de la MINUAR, la mission d'assistance des Nations Unies au Rwanda, en place à l'époque des événements, est venu témoigner devant la Chambre de première instance 1. À ce jour, ce témoignage fait partie des grands moments du tribunal. Il a été toujours très facile d'accuser les Nations Unies de n'avoir pas intervenu, mais les Nations Unies ne sont pas un pays souverain. Les Nations Unies, c'est nous, tous. Lors de sa conférence de presse, il évoquera sa découverte de Dieu et sa rencontre avec le diable. Je sais que Dieu existe puisque j'ai rencontré le diable. Cette affluence des grands jours a précédé de peu celle que connaîtra le 6 mai 1998 le tribunal lors de la visite du secrétaire général de l'organisation, le Ghanéen Kofi Annan. Au terme de sa visite, le secrétaire général s'est dit convaincu de la nécessité de créer une troisième chambre afin d'accélérer les procès. Trial Chamber 1 is in session today to pronounce sentence in the matter of the prosecutor against John Kambanda. Jean Kambanda reconnaît avoir en sa qualité de Premier ministre, suite aux nombreuses réunions du Conseil des ministres qui ont eu lieu entre le 8 avril et le 17 juillet 1994, incité, aidé et encouragé des préfets, des bourgmestres et les membres de la population à commettre des massacres et des assassinats de civils, en particulier de Tutsis et de Hutus modérés. 9. Jacques Kambanda reconnaît que le 3 mai 1994, il lui a été personnellement demandé de prendre des mesures en vue de protéger des enfants rescapés des massacres, qui étaient à l'hôpital et qu'il n'a pas répondu. Le même jour, les enfants étaient tués après la réunion. Il reconnaît avoir failli au devoir qui lui incombait d'assurer la sécurité des enfants et de la population rwandaise. 10. Jean Kambanda admet que, étant habilité à prendre en public des engagements au nom du gouvernement, il a pris la parole lors de grands rassemblements et dans les médias, à divers endroits dans le pays, et a directement et publiquement incité la population à commettre des actes de violence contre les Tutsis et les Hutus modérés. Il reconnaît avoir tenu les propos incendiaires qui ont été par la suite repris maintes fois sur les ondes. Et je cite, « Vous refusez de verser votre sang pour votre pays et les chiens le boivent pour rien. » Fin de citation. J'invite maintenant Jean Kambanda à se tenir debout pour écouter le verdict. La Chambre de première instance 1 condamne Jean Kambanda, né le 19 octobre 1955, dans la commune de Gishamvu, préfecture de Butare, Rwanda, à la peine d'emprisonnement à vie. Il en est ainsi décidé. Je demande à Jean Kambanda de se retirer. L'audience est levée. All rise. Plus tard, il reviendra sur ses aveux et fera appel.
La Chambre d'appel, siégeant en audience publique, rejette à l'unanimité les 8 motifs d'appel soulevés contre le jugement du 4 septembre 1998 de la Chambre de première instance 1, confirme la culpabilité de Jean Kambanda sur l'ensemble des chefs d'accusation retenus contre lui, confirme la condamnation à l'emprisonnement à vie prononcée contre lui. L'audience est levée. Veuillez vous lever. All rise. Jean Kambanda entrait ainsi dans l'histoire comme le premier chef de gouvernement à être condamné pour crime de génocide. La Canadienne Louise Arbour, procureure des 2 tribunaux internationaux, et son adjoint, le Camerounais Bernard Mouna, réussissaient là une bonne opération, obtenir les aveux de culpabilité et par la suite la condamnation du premier chef de gouvernement dans l'histoire d'une juridiction internationale. Arbour et Mouna n'en étaient pas à leur coup d'essai. Le 18 juillet 1997 à Nairobi, avec le soutien des autorités kenyanes, ils avaient réussi à arrêter une bonne partie des hauts responsables de l'ancien régime rwandais, dont Jean Kambanda lui-même. « 1999 voit l'aboutissement d'une bonne partie des grands travaux débutés quelque temps auparavant. À présent, pas une ni 2, mais 3 salles d'audience ultramodernes sont prêtes. Une bibliothèque richement fournie, dotée d'ouvrages de référence, commence à accueillir ses premiers utilisateurs. Une salle de presse entièrement équipée est mise à la disposition des journalistes. Plaidez-vous coupable ou non coupable? Je plaide non coupable, Monsieur le Président. Non coupable, votre honneur. Je plaiderai non coupable puisque ce sont des pires mensonges, Monsieur le Président. Malgré les aveux de Jean Kambanda, ses anciens ministres continuent toujours à clamer leur innocence. C'est un ancien leader de la milice Interamwe, Omar Serushago, qui va rompre la litanie. Lors de sa comparution initiale, il crée la surprise en plaidant coupable. Ses aveux lui vaudront la clémence des juges. Il sera condamné à 15 ans d'emprisonnement. Premièrement, l'appel est rejeté. Deuxièmement, la sentence prononcée le 5 février 1999 par la Chambre de première instance 1 est confirmée. Après 3 années passées à poursuivre les responsables du génocide rwandais et les criminels de guerre de l'ex-Yougoslavie, Louise Arbour, la Canadienne, démissionne pour rejoindre la Cour suprême de son pays. Elle avait succédé quelques années auparavant au Sud-Africain Richard Goldstone, premier procureur des 2 tribunaux ad hoc des Nations Unies. Le Conseil de sécurité nomme la Suissesse Carla Del Ponte pour lui succéder. Ensemble, Del Ponte et Mouna vont tenter un autre grand coup. Réunir les accusés d'un même site de massacre dans un méga procès. Ils demandent la jonction de plusieurs affaires. Cette stratégie devrait leur permettre d'établir l'entente de longue date et la conspiration au sein des responsables en vue de la commission du génocide. Naturellement, ce n'est pas la solution miracle, mais c'est quand même un moyen pour accélérer ce procès, parce qu'en plus, si les charges sont sur les mêmes faits, c'est vraiment plus que nécessaire qu'on fasse un seul procès avec tous les accusés. Depuis le début du tribunal, les rapports avec le gouvernement rwandais ne sont pas toujours des meilleurs. Côté critique, l'association des victimes, Ibuka, et celle des veuves du génocide, Avega, non plus ne sont pas en reste. À intervalles plus ou moins réguliers, elles menacent de cesser toute coopération avec le tribunal. Son mauvais fonctionnement et ses erreurs substantielles. Quand on a à cœur de défendre les victimes, il arrive qu'on ne comprenne pas certaines situations, et là je fais référence à la situation des témoins victimes ayant comparu, et qui a débouché sur des allégations de mauvais traitement, des allégations sur lesquelles d'ailleurs le greffier enquête et continuera d'enquêter
Moi, je pense que c'est le système qui veut ça. Si on avait eu un système civil law avec un juge d'instruction, il y aurait eu quelqu'un de neutre au milieu qui faisait le tri entre ce que le témoin dit et ce qu'il aurait réellement fait. Il y aurait eu des commissions rogatoires où les gens auraient été vérifiés. Là, on vous dit que chacun emmène ses témoins, donc on ne sait pas du tout si cette personne vient dire la vérité ou si elle ment comme un arracheur de dents, et ça arrive. Donc on est obligé, nous, de faire le travail que le juge d'instruction aurait fait dans notre système, et on est obligé de les pousser. Mais quand nos témoins arrivent, le procureur leur fait subir exactement le même traitement. Les procédures, les procès sont construits, articulés comme une démarche entre la communauté internationale et les accusés. Et aucune place n'est donnée à la victime, aucune voix n'est donnée à la victime, aucune représentation. Et c'est tout à fait normal que, après toutes les observations que nous avons données depuis le fondement, depuis la création de ce tribunal, au bout du compte, les résultats montrent que l'absence de place de la victime est un grand préjudice. Je trouve que s'il y a des procès qui justifient une représentation des victimes, c'est bien les procès qu'on est en train de conduire ici, c'est bien les crimes de génocide, de crimes contre l'humanité. Et j'estime que le fait qu'il ne soit pas représenté soit un manque important de cette procédure de justice internationale. In a criminal case, it's a prosecutor who represents the interests of the victims, or because they are his witnesses. So whether it's witnesses for the prosecution or witnesses for the defense, they're all victims. They've all suffered in one way or another. They've lost families. The court has to protect the rights of all these victims, of all these witnesses. And to do so, the tribunal has the Witness and Victims Protection Services. One section for prosecution witnesses, one for defense witnesses. Je suis très sensible au sort des victimes du génocide et je regrette que le Conseil de sécurité, au moment de l'adoption du statut portant création du tribunal pénal international pour le Rwanda, n'ait pas prévu une disposition spécifique quant au rôle et à la place des victimes au sein de ce tribunal. Certes, depuis, ça a été corrigé dans le cadre du traité de Rome portant création du tribunal pénal international, mais nous ne pouvons que renforcer peut-être les moyens pour assister les victimes, ne serait-ce que sous l'angle de la réparation. Mais là également, comme vous le savez, ce n'est pas du ressort du tribunal d'Arusha. Le point culminant de ces rapports en demi-teinte sera atteint lorsque, pour respecter les dispositions du statut, la Chambre d'appel décide la libération de Jean Bosco Baraya-Guiza, ancien directeur des affaires politiques au ministère des Affaires étrangères et membre fondateur de la RTLM, Radio-Télévision Libre des Mille Collines. Baraya-Guiza avait été détenu 18 mois au Cameroun avant son transfert à Arusha. Il y a un peu plus de mois et demi que j'étais procureur au parquet de ce tribunal. Et sur ma table tombe la décision Baraya-Guiza. Soyons clairs, la mise en liberté pour des vices de forme, pour des vices de procédure, pour abus de procédure, c'est bien prévu. Mais le fait qu'on interdit à un procureur de poursuivre, cela était pour moi tout à fait nouveau. Or, messieurs les juges, ce procureur vous demande humblement de changer cette décision. En fait, je suis la seule ici à représenter les victimes. Et en leur nom, je vous demande que le procureur puisse procéder contre Baraya-Guiza, qui est accusé de génocide et de crimes contre l'humanité, et son acte d'accusation a été confirmé. Donc, il n'est plus un suspect, c'est un accusé.
qu'on veuille ou non, il faut tenir compte du gouvernement du Rwanda dépend notre possibilité de continuer nos enquêtes et de faire nos procès. Ou bien Barayagwiza pourra être jugé par ce tribunal, mais la seule autre solution que vous avez est que Barayagwiza soit remis à l'État du Rwanda. Autrement, je crains, comme on dit aussi bien en italien, possiamo chiudere la baracca, on peut fermer la porte. In my country, Dépêché par son gouvernement, le procureur général Gérald Gaïma vient, en qualité d'amicus curiae, défendre la position des autorités rwandaises. Nous sommes au bord de la rupture. Jean Bosco Barayagwiza est maintenu en prison en attendant que la Chambre statue. Our complaint was that the tribunal was setting him free without trying him because of procedural irregularities, like the delays in bringing him to trial. Now, we, the people of Rwanda, we are not the ones who delayed his trial. It's the tribunal. So we do not feel he should be set free because of the mistakes of the tribunal's personnel. On account of which we believe that Rien n'y fait. Le tribunal est la cible favorite des associations des victimes. Le premier contact de Del Ponte avec le Rwanda est un échec. Elle ne peut se rendre à Kigali, ou du moins, elle peut s'y rendre, mais elle ne sera pas reçue par les autorités rwandaises. Elle pourra tout au plus rencontrer les membres de son bureau. Si cette Cour a décidé de libérer Laplan avec préjudice, c'est parce qu'elle a voulu le dire. Maintenant, ce qu'elle fait, ce que le procureur peut faire ultérieurement, c'est à elle de le décider. Mais la Cour a tranché la question. Et à mon avis, cette Cour est functus officio. Il y a une procédure de révision qui est prévue. Il y a l'instance, il y a l'appel, et il y a, si l'accusé ou le procureur peut trouver des faits nouveaux qui n'auraient pas été évoqués lors du procès en appel, peut donc demander la révision de la décision. La Chambre d'appel revient sur sa décision et décide de maintenir en détention Jean Bosco Barayagwiza. Pour accélérer les procès et faire taire les critiques, le président Laïti Kama a insisté auprès de l'Assemblée générale sur la nécessité d'obtenir une troisième chambre. Le tribunal compte déjà 6 juges répartis dans 2 chambres de première instance, tous élus en mai 1995 pour un mandat de 4 ans. La Sud-Africaine Navenetem Pillay, le Tanzanien William Sekule, président de la Chambre de première instance 2, le Suédois Lennart Aspegren, le Russe Yakov Ostrowski et le Bengali Tafazal Hossein Khan. Cette élection des juges par l'Assemblée générale a lieu en même temps que le renouvellement du mandat de l'ancienne équipe. 2 juges ne sollicitent pas de second mandat, le Suédois Aspegren et le Bengali Khan. Tous les juges candidats de l'équipe d'avant sont réélus pour un nouveau mandat de 4 ans. Dans la foulée, 5 nouveaux juges sont élus. Lloyd George Williams de St. Kitts and Nevis, Pavel Dolenk de Slovénie, Erik Meuse de Norvège, Mehmet Güney de Turquie et Dionysios Kondilis de Grèce. Un mois après son élection, le grec Kondilis démissionne pour convenance personnelle. Le secrétaire général nomme le Sri Lankais Asoka Desoisa Gunawardana pour le remplacer. Le tribunal compte à présent 14 juges répartis dans 3 chambres de première instance, avec 3 juges par chambre et une chambre d'appel composée de 5 juges. Au sein de la chambre d'appel commune aux 2 tribunaux ad hoc, celui pour le Rwanda et celui pour l'ex-Yougoslavie, le Français Claude Jorda a, entre-temps, remplacé l'Américaine Gabrielle Kirk MacDonald. Cette dernière avait succédé à l'Italien Antonio Cassese.
Le 25 septembre 2000 est inauguré à Kigali, dans le cadre du programme d'information et de sensibilisation dénommé Outreach Program, le Umusanzu Mu Wiyunge Center. Le centre abrite en son sein un service d'information pour le grand public, une bibliothèque dotée d'ouvrages de référence en droit criminel international, ainsi que toute la jurisprudence du tribunal, et un bureau chargé de l'assistance aux victimes. Le centre se veut un lieu d'échange destiné avant tout à informer et à sensibiliser les Rwandais sur les réalisations du tribunal et contribuer ainsi à la réconciliation nationale. Vu la grille générale des peines d'emprisonnement appliquées par le tribunal au Rwanda, vu que Georges Rutaganda a été reconnu coupable de génocide, chef 1, crime contre l'humanité, extermination, chef 2, Georges Rutaganda, ancien leader de la milice interamwe de la région de Kigali, Alfred Musema et bien d'autres responsables ont été reconnus coupables et condamnés à l'emprisonnement à vie par la Chambre de première instance 1, présidée par Laïti Kama. Condamne Georges Rutaganda à la peine unique d'emprisonnement à vie pour l'ensemble des chefs d'accusation retenus contre lui. Quant à la Chambre de première instance 2, dirigée par le Tanzanien William Sekule, elle a mené à terme le premier procès joint du TPIR. Ce procès a réuni Clément Kaïchema, ancien préfet de Kibuye, et Obed Ruzindana, ancien homme d'affaires à Kibuye. Vous n'aviez pas d'uniforme de préfet? Les deux hommes ont été condamnés respectivement à l'emprisonnement à vie et à 25 ans. Depuis, leurs condamnations ont été confirmées par la Chambre d'appel. Au sens de l'article 24 du statut, dès lors, je cite, que le procureur s'est rendu lui-même sur les lieux et pas les conseils. Vous pouvez vous asseoir. 6 octobre 2000 démarre l'un des procès phares du tribunal. Il concerne 3 accusés, tous d'anciens responsables des médias rwandais, Jean Bosco Barayagwiza, pour lequel la Chambre d'appel a requis le maintien en détention, Hassan Geze, ancien rédacteur en chef du journal Kangura, et Ferdinand Naïmana, ancien directeur de la RTLM. Ils auraient dû être 4 dans le box des accusés. Georges Roudiou, ex-journaliste à la RTLM, venait de plaider coupable après avoir nié auparavant sa participation au massacre. In punishment of the above-mentioned crimes, this chamber sentences you, George Roudiou, born on 12 October 1957 in Verviers, Liège, Belgium, to count 1, direct and public incitement to commit genocide, a term of 12 years imprisonment. And on count 2, crime against humanity persecution, a term of 12 years imprisonment. You shall serve these 2 sentences concurrently. Le procès des médias s'ouvre dans une ambiance électrique. Jean Bosco Barayagwiza et Hassan Geze récusent leurs avocats et font la grève du prétoire. À mon arrivée au centre de détention ce matin, à 07h45, j'ai moi-même été voir le détenu Jean Bosco Barayagwiza et lui ai demandé de se préparer pour la cour à 3 reprises. À 3 reprises, il a dit non, qu'il ne se présenterait pas à la cour ce matin. Je lui ai demandé pour quelle raison et il a dit qu'il ne se présenterait pas à la cour et que ses avocats donneraient les raisons à la cour. Vous comprendrez que notre client s'exprime en ce sens qu'il est impossible pour lui de subir un procès juste et équitable devant ce tribunal qui, en d'autres mots, est en quelque sorte dirigé, pour reprendre les termes de mon client, par le régime de Kigali. You have been appointed to look after the interests of Mr. Barayagwiza. We all hope that he will reconsider his decision and attend court,
because it's of crucial importance to him. He sought to kill children, women, babies, innocent civilians, and his microphone to call for Le procès démarre malgré tout. La Chambre de première instance 1, présidée par le juge Pilet, qui a remplacé le juge Kama à la tête de la Chambre 1 et à la présidence du tribunal, peut entendre les premiers témoins. of the written press and the radio. The radio quickly announced the death of the president and put the blame firmly and squarely on the FPR and the Tutsis. By the morning of the 7th, the streets of Kigali were already littered with bodies of Tutsis and Hutu moderates. The genocide of the Tutsis and the extermination of the Hutu moderates, long planned, had now begun. Le discours de l'accusation aujourd'hui s'écarte d'un discours judiciaire. S'en est-il vraiment rapproché un jour? Pour donner, dans une approche politique, dans une approche idéologique et dans une approche de propagande, y compris avec les moyens de la propagande. Nous avons vu sur nos écrans, pendant que monsieur le procureur Mouna parlait, et parlait d'autre chose, des images dont on ne sait d'où elles viennent. Je suis inquiet qu'aujourd'hui le parquet ait utilisé amalgame, manichéisme et manipulation, c'est-à-dire que le parquet ait utilisé aujourd'hui les méthodes qu'il reproche à ceux qu'il poursuit. Freedom of the press is on trial in this courtroom. Defense disagrees mightily with the prosecution when they say that this is a simple case. It's not a simple case. This is a landmark case. This is one of the most important cases to come before mankind because what's on trial here is freedom of the press. Intellectual freedom is on trial in this chamber. Enquêtes et arrestations se poursuivent presque dans l'indifférence générale. Malgré l'absence d'une force de police internationale pour les soutenir, les enquêteurs du bureau du procureur continuent à traquer inlassablement les accusés. Pour obtenir l'arrestation, on n'a pas vraiment un moyen de pression. Naturellement, le seul moyen qu'on a, c'est de rendre attentive la communauté internationale qui a créé ce tribunal, que ce tribunal peut travailler seulement s'il peut faire ses procès, et ces procès se font seulement si les gens sont arrêtés. Donc c'est la communauté internationale qui peut faire pression et qui fait pression sur les États pour la coopération, surtout l'arrestation, les autres mesures coercitives qu'on pourrait demander. L'intérêt semble se focaliser plus sur l'autre tribunal, celui chargé de juger les crimes commis en ex-Yougoslavie. Arusha, s'il était basé à La Haye, aurait connu une meilleure couverture médiatique, aurait connu certainement une publicité beaucoup plus généreuse. Car, ne l'oublions pas, Arusha a été le premier tribunal à juger un chef de gouvernement, en la personne de Jean Kambanda. Les premières condamnations confirmées, il est temps de penser à l'exécution des peines d'emprisonnement. Il ne suffit pas de condamner, il faut aussi incarcérer les prisonniers. Le 12 février 1999, le greffier du tribunal, le Nigérian Agwu Okwe Okali, signe le premier accord de coopération concernant un lieu d'affectation pour l'exécution des peines avec la République du Mali.
Le 26 août, soit quelques mois plus tard, un accord similaire est signé avec la République du Bénin. Un an après, le 30 août 2000, le Royaume du Swaziland signe à son tour un accord de coopération dans lequel il s'engage, tout comme les précédents pays, à accueillir des condamnés du tribunal pour l'exécution de leur peine. Fin février 2001, après un mandat de 4 ans à la tête du greffe du tribunal, le Nigérian Agu Okwe Okali, successeur du premier greffier du tribunal, le Kenyan Androniko Adede, s'en va. Le secrétaire général nomme le Sénégalais Adamadien pour lui succéder. Le Sénégalais arrive en pleine mutation. Quelques mois après, le procureur adjoint Bernard Mouna, qui avait succédé au Malgache Rakout Manan, va lui aussi quitter son poste après 4 ans passés à la tête du bureau du procureur à Kigali. Fin diplomate, rompu aux négociations, le nouveau greffier va s'attacher à consolider la coopération avec les États. Je déclare solennellement que je L'arrivée remplirai du mes nouveau devoirs greffier a précédé de peu l'élection de 2 nouveaux juges par l'Assemblée générale des Nations unies, Arlette Ramarosson de Madagascar et Winston Churchill Makutu du Lesotho. As a judge of the International Criminal Tribunal, Monsieur le représentant du greffe, Le secrétaire général nommera plus tard André Ziavaz du Sénégal en remplacement du juge Laïti Kama, décédé au début du mois de mai 2001. Les juges sont à présent au nombre de 16, dont 7 au sein de la chambre d'appel. I will now read out the verdict. Will the accused please rise? Verdict. For the foregoing reasons, having considered all the evidence and the arguments of the parties, the trial chamber finds the accused Ignaz Baglishema unanimously, in relation to count 1, not guilty of genocide. Le premier semestre de la première année du nouveau millénaire sera marqué par l'acquittement d'Ignace Bagilishema, ancien bourgmestre de la commune de Mabanza en préfecture de Kibouye. Pour la première fois dans une affaire, le tribunal s'est rendu sur les lieux des événements pour reconstituer les faits. Chambre de première instance, procureur et défense ont fait une descente à Kibouye pour l'établissement de la vérité. En ce matin du 7 juin 2001, la Chambre de première instance 1, présidée par le Norvégien Erik Meuse, déclare Bagilishema non coupable des charges retenues contre lui par le procureur. Count 5, not guilty of crimes against humanity, other inhuman acts. Accordingly, the accused Ignaz Baglishema is acquitted on all counts in the indictment. Sa libération conditionnelle intervient dès le lendemain. Le procureur, entre-temps, a fait appel. Nous sommes le 8 juin 2001. Parmi les méga-procès obtenus par le procureur s'inscrit celui de Boutaré. Il s'ouvre le 12 juin 2001. Les accusés sont 6 au total, tous d'anciens dignitaires du pouvoir intérimaire de 1994. Parmi eux figure Pauline Nyiramasu-Uko, ancien ministre de la Famille et de la Promotion féminine au Rwanda, première femme accusée de génocide, dont le viol, et son fils Arsène Shalom Tahobali, étudiant. Objection, Your Honor. Counsel has quite successfully read the second passage out of context. La salle d'audience semble trop petite pour contenir autant d'accusés avec autant de conseils, autant de co-conseils et autant d'assistants. C'est la première fois que vous dites qu'il y a eu 3 attaques à Rubona. Trial Chamber 3 is now in session. Will the registrar announce the matter before us? Suivront 2 autres procès joints.
celui dit de Cyangugu, qui regroupe 3 accusés, tous anciens hauts responsables dans la commune de Cyangugu, et celui d'Elizafan Takirutimana, pasteur de l'église adventiste du 7e jour, premier homme d'église accusé de génocide, et de son fils Gérard, médecin. When you were in the Muganero area between April and July, how often did you attend at that church? Le 4 septembre 2001, profitant cette fois d'un déplacement officiel au Rwanda, le secrétaire général Kofi Annan visite en compagnie du greffier les locaux du tribunal à Amaoro. Plusieurs condamnations ont été prononcées et une libération est intervenue. Il faut à présent transférer les condamnés dont les affaires sont définitivement closes. Ils sont au nombre de 6. Le Mali, premier pays à signer des accords de coopération avec le tribunal, vient à son secours et accepte de recevoir les condamnés. Jeudi 6 décembre 2001, Jean Kambanda, Jean-Paul Akayesu, Clément Kaishema, Obed Ruzindana, Alfred Moussema et Omar Serouchago s'envolent direction le Mali où ils vont purger leur peine. Le 4 avril 2002 s'ouvre devant la Chambre de première instance 3 l'un des procès les plus attendus du tribunal, celui dit des militaires. Il concerne 4 hauts gradés des ex-FAR, forces armées rwandaises, le colonel Théoneste Bagosora, le brigadier général Gratien Kabiligi, le lieutenant-colonel Anatole Sengiyumva et le commandant Alois Ntabakuze. Les 4 anciens militaires refusent de se présenter à l'audience, invoquant des vices de procédure. Il est absolument évident, et je tiens à insister sur ce point, que mon client n'a pas l'intention de boycotter son procès. Il souhaite y participer dès que les règles de droit sont respectées. L'audience est ajournée jusqu'en septembre 2002. Les règles que vous définissez dans vos jugements dans la langue qu'il comprend. Le chemin aura été long depuis les premières comparutions initiales. Le tribunal ne ressemble plus à ses débuts. Pas moins de 800 agents de 80 nationalités différentes s'y côtoient tous les jours. Patiemment et inlassablement, ils apportent quotidiennement leur humble contribution à l'œuvre de justice, fondement de la paix et de la réconciliation. Au-delà des jugements et condamnations de certains hauts responsables du génocide de 1994, le tribunal aura donné aux quidam de la savane africaine ou du pays des 1000 collines foi en la justice universelle. Tout dirigeant politique, civil ou militaire est dorénavant comptable de ses actes devant la communauté internationale. Participated in the planning, preparation, or execution of a common scheme, strategy, plan, or campaign with the intent to destroy the Tutsi by his own affirmative acts. Grâce à la jurisprudence à laquelle le tribunal a donné naissance, le manteau de l'impunité s'est effiloché, mettant à nu ceux qui, depuis des lustres, s'en étaient drapés. Ce sont les 2 premiers tribunaux qui ont été amenés, si vous voulez, à poser, à mettre en application et en critères juridiques un certain nombre de notions, notamment sur la définition du droit substantiel, le crime contre l'humanité, le génocide, les crimes de guerre. L'Afrique a compris que nul n'est finalement au-dessus des lois. Que vous soyez chef de gouvernement, que vous soyez chef d'état-major des armées, eh bien, si vous commettez des crimes, eh bien, vous paierez pour ces crimes. Les tribunaux ad hoc des Nations Unies, celui pour l'ex-Yougoslavie et celui pour le Rwanda, auront, au-delà de leur réussite et malgré toutes les critiques, balisé la voie pour une juridiction internationale du nouveau millénaire. Ils auront permis, ou tout au moins, aidé la communauté internationale à se convaincre de la viabilité d'une cour pénale internationale.